Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Avant de retourner à mes vidéos plus traditionnelles sur l'enfer créé par Clive Barker et le run de Batman de Monsieur Scott Snyder, j'aimerais m'attarder sur le lancement de son nouvel univers chez DC Comics, l'univers Absolute. La gamme Absolute est un ensemble de séries prenant place dans la nouvelle ère lancée par DC Comics, nommée All In. Je ne ferai pas de blague. Le coup d'envoi est lancé le 2 octobre 2024 dans le DC All In Special numéro 1, one-shot se découpant en deux parties distinctes. La première mettant en scène la Justice League ouvrant ses portes à tous les héros de la Terre, suite aux événements de l'event Absolute Power. Oui, je sais, à l'heure où sort cette vidéo, le tome 2 vient tout juste de paraître en France. Mais sérieusement, vous y croyez encore à la défaite totale et définitive de nos héros ? Bref, pour la seconde partie, on y retrouve notre très cher Darkseid, qui en a marre de son statut de grand méchant de l'univers / multivers, qui se fait botter les fesses tous les 4 matins. Je reste vague, car ça n'a pas encore été publié en VF, mais vous avez grosso modo l'idée. Ces deux parties aboutiront sur la même conclusion, c'est-à-dire la découverte / présentation d'une nouvelle terre parallèle à notre terre principale, où des versions différentes de nos héros préférés évoluent. Suite à ce numéro, la ligne éditoriale de DC va être divisée en deux, avec d'un côté les séries mettant en scène les personnages originaux que l'on connaît tous, et de l'autre, les nouvelles incarnations de ces personnages regroupés sous le nom de Absolute. Et sous cette intro quelque peu opaque et alambiquée pour les nouveaux lecteurs, se cache en fait une excellente porte d'entrée pour les néophytes. Car vous n'avez absolument pas besoin de lire toutes les histoires que j'ai citées au préalable, car toutes les séries démarrent au numéro 1. Piloté principalement par Scott Snyder, auteur ayant acquis une certaine renommée chez DC Comics, et à qui l'on doit des récits tels que Sombre Reflet, La Cour des Hiboux, L'An Zéro, Last Night on Earth, ou encore les events du bon goût que sont Dark Knight Metal et Death Metal. Pardon, ça m'a échappé. L'objectif avec ces nouvelles gammes est de nous présenter des versions réinventées des héros de l'éditeur. Objectif qui peut vous sembler familier si vous êtes déjà lecteur de comics DC, car c'est une tentative qui a déjà vu le jour à 2 reprises. La première fois avec les séries All-Star au début des années 2000, qui nous auront offert la génialissime All-Star Superman par Grant Shelave Morrison, et le très discutable mais néanmoins très beau All-Star Batman et Robin de Frank Miller. S'en suivra la création de Earth One en 2009, avec des récits de plutôt bonne qualité, enfin ceux qui nous sont parvenus en France, et toujours notre très cher Grant dans les parages pour nous proposer sa version de Wonder Woman. Mais si l'idée d'une réinvention de leur figure iconique n'est pas nouvelle chez DC, elle est avec l'initiative Absolute bien plus homogène dans son concept, car avec les 3 séries ayant lancé la gamme, un détail en particulier revient inlassablement. Que donnerait un personnage si on lui retirait tous les éléments qui l'ont conduit à revêtir son costume de super-héros, tout en conservant sa substantifique moelle ? Et pour approfondir cet aperçu sur ce nouvel univers, je vous propose un retour sur leur numéro 1 respectif, à l'image de leur première publication en France par Urban Comics. On ouvre le bal avec la série sur l'Amazon de l'univers DC, scénarisée par Kelly Thompson et dessinée par Enden Sherman. Un étrange objet flottant semblable à une pyramide est apparu au large de Gateway City et libère des créatures ressemblant à des démons qui ne tardent pas à attaquer la ville. Comme si cela ne suffisait pas, un autre individu aux allures démoniaques fait aussi son apparition, mais prend la défense des civils. Cet individu n'est autre que Wonder Woman, chevauchant une créature nommée Pégase. Après avoir exhorté les soldats sur place à évacuer les civils du champ de bataille, elle devra se préparer à faire face au Harbinger Prime. Alors si les previews et annonces autour du titre m'avaient laissé croire à une série 100% bourrin,
Ce premier numéro se présente sous forme d'une grande scène d'action, mêlée à des flashbacks, nous permettant de découvrir une Wonder Woman différente de celle que l'on connaît. Elle est toujours une Amazone, mais l'île de Themyscira n'a semble-t-elle jamais existé, ou n'existe plus tout court. Elle a grandi directement en enfer, élevée par un personnage mythologique qui est normalement son ennemi dans les histoires classiques, Circé. Pour le pourquoi et comment elle a atterri là-bas et où sont passées les autres Amazones, je vous laisse le soin de vous procurer cette histoire pour le découvrir. Sans être le comics de l'année, ce premier numéro a réussi à m'intriguer pour me pousser à lire la suite. Si la partie dans le présent est assez classique, ouais, la bagarre quoi. Tout le flashback revenant sur l'enfance de Diana est bien écrit et assez touchant. J'aime beaucoup la manière dont est écrit Circé et l'influence que l'Amazone a sur elle et ce même bébé. Car sous son design quelque peu bourrin qui renvoie à son itération écrite par Brian Azzarello et Cliff Chang, qui était pas mal, et au Wonder Woman Dead Earth de Darren Wright Johnson, et ça c'est bien. C'est bien la compassion, très important chez le personnage original, dont elle fait preuve dès qu'elle est enfant envers les créatures des enfers, qui poussera Circé à s'en occuper et à l'aimer comme une mère aime son enfant, jusqu'à créer un lieu de vie confortable dans un monde extrêmement hostile. Ce qui m'aura un peu ému, je l'avoue. Et à lui enseigner un peu de magie. Enfin, ça je vous laisse le soin de le découvrir en lisant les séries. Seconde série, et ce coup-ci sur le plus grand et plus vieux des super-héros DC, Superman, scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval. Le numéro s'ouvre et se conclut sur un flashback nous montrant la vie de famille des L, genre Elle et Lara Lorvain, Van, Vane. Ah merde. Membre de la caste Labor Guild, caste la plus basse socialement sur Krypton, Lara est une ouvrière agricole pendant que Jor-El est travailleur dans les mines, et un incident dans l'une d'elles semble annoncer un destin funeste pour la planète. Dans le présent, nous voilà au Brésil, où l'on suit des travailleurs exploités dans une mine par une certaine entreprise nommée Lazarus Corps. L'une de ces mines contiendrait de l'amiante, mais l'entreprise forcerait ses ouvriers à continuer de creuser malgré les risques sur la santé que cela engendrerait sur les travailleurs, et sur l'environnement en général. Mais lors d'une descente, ils découvrent que l'amiante a miraculeusement disparu et que des diamants ont été extraits des tunnels. Les soldats employés par la firme aux dents longues et à l'éthique plus que douteuse finissent par agresser les travailleurs en demandant l'origine des diamants, forçant alors notre héros à se dévoiler pour défendre les opprimés. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, je pense que vous avez tous perçu le côté politique de ce premier numéro. Alors me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre les réflexions politiques dans mes comics. C'est même pas une nouveauté dans la série Superman. J'avoue que lorsque j'ai démarré la lecture de ces comics, je ne pensais pas que c'est Jason Aaron qui aurait les plus gros sabots parmi les trois scénaristes. Le fait de déposséder les parents de Superman de leur statut d'esthète sur Krypton pour en faire des individus appartenant à une classe populaire est une bonne idée sur le papier. Mais je trouve ce changement assez maigre par rapport aux autres personnages de la mythologie de DC. Les Kent qui le recueillent enfant dans la continuité principale, ce sont des fermiers, ce sont aussi des petites gens. En fait, l'auteur, il a juste déplacé cet élément sur la famille L, il a supprimé la famille Kent. Moi, j'appelle ça un peu de la triche. C'est un élément qui avait été évoqué dans le run de Grant Love Morrison sur Action Comics en 2011, avec un jeune Superman portant des jeans et s'en prenant des politiciens véreux. Et je dis bien évoqué, car c'est très survolé en fait. Ouais, c'est marrant. Reste à voir comment cela va être traité tout le long de la série, et j'admets qu'après avoir lu les numéros suivants, la partie sur Krypton m'enthousiasme bien plus que celle se passant sur Terre. Sinon, je suis pas fan de l'utilisation des Peacemakers, que l'on voit un peu partout depuis sa remontée en popularité, avec ses récentes adaptations par James Gunn. Au moins ici, c'est pas des rigolos, hein. On est dans du sérieux. Un peu à l'image du design de Superman, qui est un mélange improbable entre celui des années 90, avec sa superbe nuque longue, et celui des New 52, avec son col moche. Bref, pas mon design préféré pour le personnage. Reste la qualité du dessin de Sandoval, qui est impeccable, et le potentiel d'avoir un Superman qui défend les gens pour améliorer leur quotidien. Un élément que l'on a tendance à omettre chez le personnage, pour en échange le faire se battre contre des gros extraterrestres. En bref, un peu de réflexion contre de la grosse action, je reste client. On termine avec sûrement la série la plus attendue des trois, dessinée par Nick Dracota et scénarisée par ce très cher Scott Snyder. Allez, je suis plus calé en Batman que sur les deux autres, et en plus j'ai lu tout ce qu'a fait l'auteur sur le personnage. Je suis chaud bouillant. On démarre donc à Gotham City en compagnie d'Alfred qui est dans cet univers,
un agent des renseignements envoyé pour récolter des informations sur un groupe de criminels nommé le Party Animals, responsable d'une augmentation de 700% du taux de meurtre dans la ville. Combien? À sa tête, un certain Roman Sionis, qui a l'air bien décidé de s'imposer comme seul maître de la ville. Mais dans l'ombre, un jeune homme décide de prendre les choses en main et revêt un costume de chauve-souris afin de neutraliser une partie du gang, ayant projeté d'attaquer une conférence de presse avec le maire Jim Gordon. Bon, première chose que l'on peut noter, c'est que le nom Batman a beau figurer sur la couverture du numéro, le personnage que l'on suit réellement dans ce volume, c'est Alfred. Alors, passé son design et surtout sa coupe qui me font penser à Ra's al Ghul, les deux personnages n'ont aucun lien. Dracota l'a confirmé lors d'une interview pour le site... Je vais pas me risquer la prononciation, le lien est dans la description. Cet Alfred ne nous est plus présenté comme un ancien militaire ou agent retraité comme dans d'autres histoires, mais comme un agent toujours actif, et surtout plus du tout comme le majordome de Bruce Wayne, qui a aussi perdu sa fortune. Il est en effet plus que le fils du professeur Thomas Wayne et Martha Wayne, ancienne travailleuse sociale. On sait dans quel domaine elle travaille dans le numéro suivant, et croyez-moi qu'on est loin de la famille la plus riche de Gotham. Je vais, comme pour les deux numéros précédents, pas vous raconter tous les détails concernant le nouveau lore entourant ce nouveau Batman. Je laisse ça au pelleté de chaînes YouTube dont c'est le fonds de commerce. Sachez juste que le numéro est bien dense en infos et que l'on y apprend pas mal de choses. C'est ma foi plutôt bien fait, on est très loin de certains épisodes somme toute un peu lourdeaux de l'auteur. Après on va pas se mentir, Scott Snyder il est très fort pour nous faire saliver sur les premiers numéros. C'est plutôt sur les conclusions que le bonhomme a tendance à se ramasser. Par contre, sur sa réinvention de Batman, comment dire? Passé le Golgoth qu'il est, il est plus grand que Superman et Wonder Woman sur la cover du DC All-In Special. Wonder Woman qui nous est déjà présenté comme quelqu'un de grand dans sa propre série. Je veux dire, il doit pas passer inaperçu en civil, surtout au gymnase. Snyder s'est ici donné à fond. C'est une énorme masse de plus de 2 mètres qui est méga brutale. Il l'a quand même armé d'une hache. Bon, il s'en sert juste pour amputer les malfrats et pas les tuer. Oh bah ça va alors. Mais quand même, lors de l'annonce de la série, je vous avoue que ma mâchoire s'était quelque peu décrochée. And they're going to blow you away with the takes that they've created for these characters from Batman, Superman, Wonder Woman, and on and on. We can't wait for you to see what we came up with. When you guys see Nick Dragata's art on Absolute Batman, it is going to blow your mind. It is primal. This is not the Batman you know. He is a beast, and it's really, really exciting. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je noterai tout de même qu'il recycle pas mal d'éléments de ses anciens travaux sur le Chevalier Noir. Avec entre autres la fille d'Alfred, Julia Pennyworth, apparue dans la maxi-série Batman Eternal, les poignards dans les oreilles du masque de Batman, visible auparavant dans le premier arc de la série All-Star Batman, ainsi que la Batmobile dans le numéro 2, spoiler, qui me fait rudement penser au Batcamion de l'arc Super Heavy, dispo dans le Batman tome 8, la relève partie 1. Recyclage éhonté, reprise de concept pour les pousser plus loin afin de nous exposer sa vision jusqu'au boutiste et absolue de Batman. Ouais, c'est marrant. À vous de trancher. Que peut-on dire pour conclure? Que c'est un bon démarrage pour ce nouvel univers. Encore heureux me direz-vous, car il aurait été honteux de se vautrer dès les premiers numéros. Mais sachez que des nouvelles séries avec des auteurs de renom publiés chez DC ces dernières années ont connu des gadins dès leur première parution. Donc félicitations aux différents dessinateurs, scénaristes et coloristes d'avoir effectué un sans faute pour leur début. Ainsi, oui, ces nouvelles séries sont un bon point d'entrée pour les nouveaux arrivants, avec de nouvelles origines et statu quo pour les personnages emblématiques de l'univers DC, sans toucher aux figures de la continuité principale, pour éviter de faire hurler les pseudo-puristes. Quelqu'un m'a appelé ? Pour la France, les 3 séries vues dans cette vidéo vont connaître une parution de leur premier numéro en noir et blanc le 7 mars, dans un tome unique nommé le DC Absolute Collector 2025, disponible en exclusivité dans les librairies faisant partie du comic shop Assemble, avant de connaître une sortie en tome relié classique et en couleur chez tous les libraires de France. Ces sorties viennent d'être annoncées pour le 30 mai, à la fois en couleur, en noir et blanc, et avec des variantes cover. Bref, la totale. Le succès que connaissent ces premiers numéros au pays de l'Oncle Sam va quant à lui permettre à cet univers de s'enrichir, avec l'annonce de la sortie prochaine de nouvelles séries sur Flash, Green Lantern et une mini-série sur Martian Manhunter. Les séries présentées dans cette vidéo continuent quant à elles leur petit bonhomme de chemin, avec au moment où vous voyez cette vidéo, la sortie du numéro 6 pour celle sur Batman et Wonder Woman, et le numéro 5 pour celle sur Superman. Jusqu'à quand durera cela ?
Est-ce qu'une aussi grosse maison d'édition peut publier autant de titres de bonne qualité sans se ramasser à la fin? Ça, je n'en sais rien. Ceci étant, vous avez la garantie d'une lecture agréable avec les premiers tomes des 3 séries présentées dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!